faire son mieux pour gagner sa vie, pour se perfectionner, pour essayer d'atteindre des choses. En Chine, c'était exactement ça qui a permis au peuple chinois de faire ce lancement incroyable dès le temps de Deng Xiaoping, les début des années 80 jusqu'au présent. C'est que Deng Xiaoping a cessé de supprimer le peuple et a donné l'espoir à chacun d'améliorer sa propre vie et a permis de faire ça. C'est un peu le contraire de ce que fait Xi Jinping couramment. Parce que c'est le contrôle, c'est le moyen, c'est l'avérage, c'est les impôts. Donc c'est le bien-être socialiste. Mais bon, c'est peut-être bien du point de vue de justice sociale, mais ça empêche le développement. Depuis toujours, c'est comme ça. Si c'est une société égalitaire, ça arrête le développement. Parce que ça déstimule les gens d'essayer d'attendre les choses. Un peu le problème du peuple français, là. Dimitri Gloukovski, vous êtes à la librairie du Globe, 67 boulevard Beaumarchais à Paris. Vous êtes un écrivain russe. Comment on dit, fantaste? Ça dépend. En russe, on dit fantaste. Oui. Mais tout d'abord, comme en France, c'est un peu en ghetto, les science-fiction, l'imaginaire. Donc, c'est vrai que Et on tous veulent, bien sûr, s'enfuir du ghetto. Voilà, soit par en révolte, soit par je sais pas quoi. Donc, mais le nom propre, c'est fantaste. Oui. Pourquoi, à votre avis, c'est un genre littéraire qui, en Russie, était assez recherché? Il y avait des écrivains très, très à la mode, sur la base desquels Tarkovsky a fait des films. Et en France, c'est quelque chose qui est assez mal aimé. Je pense que, surtout peut-être en France, parce que, mon avis, c'est qu'en France, il y a des médias indépendants, et puisqu'il y a des médias indépendants, donc il y a un espace public dans lequel on peut discuter ouvertement et librement de tout le problème le plus important de l'agenda social et politique. Chez nous, depuis toujours, ça a été complètement supprimé dans la presse. Donc la presse a depuis toujours été possédée par l'État, contrôlée directement par l'État, utilisée comme un outil de la propagande par l'État. Donc la littérature aussi, la littérature blanche chez nous, c'était dominé et censuré par l'État également, avec des petites intermissions quand c'était plus en libre. Mais la science-fiction, par contre, vu que c'est un genre considéré comme entertainment, quelque chose d'entretien, de divertissement, ça a eu moins du contrôle de la part de l'État. Donc ça avait plus de liberté, et y compris la liberté de discuter des choses importantes et controversées. Donc chez nous, chez vous, ça a été, chez vous les Français. Et ici en France, ça a été plutôt en divertissement, la science-fiction, l'imaginaire pour l'imaginer, quoi. Et des temps de Jules Verne, qui quand même projetait un peu le futur. Et puis c'est devenu à l'américaine. Maximum, c'était des dystopies assez sombres, qui projetaient un futur suscitant, formé aujourd'hui par des tendances inquiétantes. Tandis que chez nous, c'était la façon, aussi sous la guise d'une conte magique, de discuter des choses très importantes qui gênaient la société devant du social-politique. Maintenant, voilà. Donc c'est une guise chez nous, et c'est pour ça qu'il y a un rapport beaucoup plus sérieux par rapport à la science-fiction en Russie. Ça a été, au moins jusqu'aux années 90, je dirais, quand la littérature blanche a regagné la liberté, et la littérature de science-fiction est devenue ce qu'elle est censé être, divertissement. Donc maintenant, je crois qu'il n'y a plus le rapport avec beaucoup de respect envers la science-fiction chez nous. De toute façon, un écrivain en Russie, c'est en quelque sorte celui qui prédit le futur. Il y a un rôle presque aussi important qu'en France, le rôle des hommes politiques chez les écrivains russes.
Et d'autant plus les écrivains qui font de la science-fiction qui a la fâcheuse tendance de se réaliser. Est-ce que dans vos livres, il y avait déjà des prédictions? Et donc, l'écrivain en Russie, c'est le centre alternatif de morale et d'un côté de l'autre de pouvoir, alternatif au pouvoir vulgaire, au pouvoir politique. Donc le pouvoir politique chez nous, normalement, ça a la tendance de se convertir au pouvoir d'oppression. On ne sait pas pourquoi ça se passe, peut-être par le besoin de maintenir ce pays énorme ensemble, et n'importe avec quelle intention un révolutionnaire, en tsar ou en président arrive au pouvoir, il finit par établir un état policier pour ne pas perdre les positions territoriales héritées des ancêtres, et ça se finit comme en genre d'une dictature toujours. Et en même temps, donc, dictature qui se repose sur des informations et sur la répression. Ça se passe comme ça, pour une raison. Donc, ou l'autre. Une des façons de contrôler la population, c'est de mentir. Déformer la réalité par des façons qui seraient favorables aux ceux qui règnent. Voilà. Donc, le peuple ne peut jamais compter sur les vérités servies par le pouvoir, par la propagande, par la presse. C'est toujours des mensonges. C'est normalement des mensonges. Ça peut être des mensonges absolus comme les idées du communisme, le temps de Brejnev, par exemple, quand les gens apprenaient par cœur la théorie marxiste sans même comprendre ce que ça voulait dire, ou en sachant que sûrement ça n'a aucun rapport avec la réalité, mais quand même tu devais, comme le Bible, apprendre par cœur, voilà, des bouquins et bouquins en bouquins, si tu voulais faire une quelconque carrière en ce qui est économie, droit, je sais pas, politique et sciences. Malgré le fait qu'au bout d'un moment, c'est devenu contre la science, c'est devenu anti-scientifique. En même temps, les écrivains, vu qu'ils n'ont pas besoin d'un soutien direct de l'État, de point de vue de l'argent, de budget, pas comme les cinéastes, par exemple, ils sont quasi indépendants. La chose la plus grande qu'ils risquent, c'est de ne pas être publié, voire lu, ou en certains termes en prison. Donc, mais quand même, c'est beaucoup moins de points d'influence, quoi. Oui. Donc ils peuvent se permettre de dire la vérité, et ils sentent le devoir d'essayer de tenter de dire la vérité. Surtout parce que tout le temps, ils comprennent qu'ils vivent dans un environnement saturé des mensonges. Voilà. Donc, il paraît que c'est pour ça que les poètes, les écrivains se sont obligés, au moins, d'essayer de dire la vérité. Voilà. Au peuple, en ressentant leur responsabilité envers le peuple. Donc c'est ça le conflit en grande base, et c'est pour ça que c'est comme ça. Ça peut être trivial, mais c'est la vérité qu'on doit essayer de dire. Alors, des prédictions. Les prédictions ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévoyances, ce n'est pas les visions que j'ai ou les autres ont. C'est juste une analyse plus sobre de la vérité, on essaie de faire une projection future. Et alors ? Donc si tu comprends la nature des choses, nettoyer des mensonges, purger des mensonges, alors tu peux projeter plus ou moins, en sachant l'histoire, la façon des choses comme elles vont être d'ici 10 ans, 20 ans. Surtout parce que chez nous, je sais pas quoi, parce qu'on est mal dit, donc l'histoire se tourne en ronde comme ça. Voilà. Donc c'est pas tellement compliqué de faire des projections si ceux qui règnent essaient de retourner au passé tout le temps. Ma question, en fait, n'est pas anodine, parce que comme je suis éditrice aussi, je lis beaucoup de manuscrits des écrivains russes, et il y a une tendance de parler toujours du passé. Et maintenant, même les années 90, c'est quand même du passé. Rarement sont ceux qui parlent du futur. Limonov, par exemple, dans les années 90, a parlé d'euthanasie dans sa dystopie
316.b. Et je me suis dit, mais comment il a vu on est plein dedans. Toute l'Europe discute euthanasie ou pas euthanasier des vieux. Du coup, vous avez vous, les auteurs de science-fiction, c'est presque... c'est presque un casino. Et si j'ai bien compris, il y avait des prédictions, il y avait même des coïncidences dans ce que vous avez écrit. Oui, oui, il y avait dans le bouquin texto, il y a par exemple l'histoire d'un jeune homme qui a été planté des drogues par le fait qu'il n'a pas été aimé personnellement par un agent de brigade anti-stupéfiants, voilà, en conflit dans une boîte de nuit. Et comme ça, une bagarre, et comme une vengeance, cet agent, cet officier, lui a planté des sachets de cocaïne. Voilà, et après, il a été envoyé en prison, et 7 ans après, il veut se venger. Donc c'est l'histoire de Texto. Et juste 1 an et demi après la publication du livre, il y a cette histoire fameuse de Ivan Golunov, et le protagoniste de mon bouquin s'appelle Ilya Gurunov, donc ouais, c'est assez similaire. C'est pareil. Donc voilà, lui il était un journaliste indépendant, et donc lui il faisait des enquêtes, des abus du commerce, des enterrements, je pense, contrôlés par les gens de la FSB, et qui l'ont envoyé des gens de police qui l'ont fait planter la drogue, comme ça, l'accusant de trafic ou de commerce, je ne sais pas plus. Voilà, donc oui, ça arrive, mais surtout, ce sont des histoires les plus absurdes que j'écris comme science-fiction satirique, qui, des fois, se réalisent. Et c'est vraiment marrant, c'est vraiment étrange. Comme par exemple, les histoires que j'ai écrites sur Poutine et Medvedev, qui, pour renforcer leur tandem, ils plongent ensemble avec les aqualangues en cherchant je sais pas quoi. C'était les Maldives dans mon récit. Et après, ils ont répété ça exactement, mais dans le fleuve Volga, 2 ans plus tard. Donc moi, j'étais convaincu qu'il y a certains gars dans l'illustration du président qui ont lu le bouquin, ont décidé, c'est une belle idée pour les relations publiques, on le fait, quoi. Cela dit, vous avez travaillé auprès de Poutine. J'ai travaillé en moment, pas beaucoup, pas en grand. Mais en tant que qui? Moi, j'étais un des journalistes de Pool de Kremlin Pool. Je travaillais pour Russia Today de 2005 à 2007. Wow. Au début du fonctionnement de la chaîne, avant que ça ne transforme une chaîne d'une propagande acharnée. Avant, il était censé prétendre qu'on a une liberté de la presse. C'était à l'époque quand la Russie encore prétendait qu'elle était une démocratie occidentale. Oui, donc elle nécessitait carrément des chaînes d'infos qui prétendaient qu'elles sont des chaînes d'infos internationales normales. Et donc à cette époque-là que j'étais embauché, je travaillais pendant 3 ans, donc y compris le temps que je bossais comme envoyé spécial, membre de pool des correspondants accrédités auprès du Kremlin. Et alors, comment il est? Alors la vérité, c'est que j'ai pas... Peut-être il y avait une totalité de 10 voyages, de 10 voyages en total, dans lesquels je l'ai suivi, mais c'était pas un rapprochement tellement intime comme pour la presse écrite, qui carrément pendant les années suit M. Poutine, n'importe quel pas il fasse, n'importe où il vole, n'importe où il nage, etc. Ça, c'est beaucoup plus éloigné. Donc oui, je l'ai vu de cette distance. Ça m'a pas impressionné grand-chose. Un mec pas trop haut, chauve, de derrière. On n'est pas permis de le filmer de derrière parce qu'il est chauve, là. Et apparemment, il a beaucoup d'hésitations par rapport à son physique parce qu'il fait des injections de Botox, ça se voit beaucoup. C'est pas la même personne du tout de ce qu'elle était il y a 20 ans. Même il y a beaucoup de théories complotistes en disant que c'est un clone parce qu'il ne ressemble pas tellement
la personne qu'il était il y a 20 ans, on doit vraiment deviner. Il y a juste de petites traces qui peuvent encore prouver que c'est la même personne. Sinon, c'est quelque chose de complètement différent. Vous avez aussi travaillé à Euronews, hein, J'ai travaillé à Euronews avant. Vous avez vécu en France. J'ai vécu en France. Et votre relation avec la France, elle est assez clivante. Parce que, si je comprends bien, d'abord, je suis très contente parce que vous êtes typiquement un Russe global. Et vous êtes au globe et vous êtes un Russe global. Par définition, voilà. Parce que si j'ai bien compris, vous prenez le chaos et l'État babylonien. Contrairement à cette tendance européenne de chacun de se renfermer. Absolument, je suis un grand enthousiaste, je suis globaliste. Aujourd'hui, à la base, pas trop. depuis toujours. Aujourd'hui, on ne peut pas, mais je suis un grand enthousiaste de ce mélange babylonien de culture, de race. Et c'est ça que j'aime beaucoup, hein. C'est ça que je trouve inspirant et beau, en fait. Et vous parlez combien de langues? Vous parlez au moins 7 langues? Malheureusement, juste 6. Pardon? Voilà, donc voilà, 6 langues, y compris le français. Donc le français, ça se commence par mon école, où à l'époque, allait encore mon père. Donc moi, j'ai décidé de suivre cette trace. Et c'est une école spécialisée en français, bon, genre, c'est pas vraiment un gymnase, mais une école avec ce qu'on dit chez nous, des études profondes d'une langue française. 10 ans donc de l'école, et puis ça m'a laissé complètement francophone et francophile. Parce qu'on a eu tout de Racine à Voltaire, à Villon, n'importe quoi, tout. Mais vous avez une relation clivante, parce que j'ai entendu dans une des interviews, j'ai entendu dire que la vie en France vous a au fond ennuyé. Et je dirais, vous n'êtes pas le seul, au fait. La vie à Lyon m'a beaucoup ennuyé. Lyon, c'est pas une ville qui correspond bien aux besoins d'un jeune. Si j'avais 40 ans à l'époque, il se peut que j'aimerais beaucoup, hein, que j'aurais aimé. Mais là, c'était vraiment... Malgré le fait qu'il y a des universités, etc., des collèges, là, tout se ferme, il n'y a pas une vie nocturne, il n'y a pas une vie culturelle riche. Donc, malheureusement, j'ai eu vraiment une mauvaise chance de m'installer sur Lyon, au lieu de m'installer sur Paris. Si j'étais à Paris, si j'avais été à Paris, je crois que ça aurait été complètement différent. Voilà, donc c'est pas vraiment la France qui m'a déçu. J'avais peut-être des attentes un peu genre Les Rêveurs. Voilà, le film, c'est à ça que je m'attendais. Et j'ai pas eu cette vie. Ma vie, c'était une vie plutôt normale. Oui. Normale, c'est pas des aventures de jeunesse, quoi. Mais vous êtes quelqu'un qui... vous dites aussi que le sens de la vie, c'est un peu les expériences, et que l'Europe, au fond, c'est un monde qui est déjà écrit malgré vous. Il y a pas la place pour des surprises. C'est pour ça que je suis tellement enthousiaste envers cette époque de la peste qui se déroule autour de nous. Je le trouve profondément excitant. Mais c'est vrai que c'est beaucoup... Bon, je pense que c'est peut-être un peu la manque d'adrénaline et de cortisol, d'hormones de stress, qui rend notre vie ici, pour tout le monde hein, d'ailleurs, un peu déprimante et ennuyante. Mais grâce à la peste, ça change tout. On ne sait plus dans quel monde on vivra d'ici 1 an, 2 ans. C'est très excitant quand même. Et c'est ça qu'on se ressent vivant. Parce qu'avant, c'était plus pareil en sommeil, quoi. Surtout, Allemagne, ce sont des pays de bien-être bien gagnés, européens, dans lesquels j'ai vécu, comme la France ou l'Allemagne. Et c'était un peu trop... Ouais. C'est bien. Comme disait Limonov, un hospice occidental. Un peu pour les retraités, quoi. Oui. C'est bien pour les retraités, il y a des garanties, c'est calme, tout est assez propre, Et la sûreté physique, quand tu sors de chez toi, tu es toujours sûr que tu rentreras. Par contre, ce n'est pas très excitant. Et maintenant, ça redevient excitant. Alors qu'en Russie, c'est la peste
et la dictature, donc c'est 2 fois plus excitant. C'est bien, ça te donne vraiment l'envie de te réveiller dans les matins parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va t'attendre. Une question pour un auteur de science-fiction. Il y a quand même dans la Russie un territoire énorme qui est le Grand Nord et le Grand Est. On est aujourd'hui ici parce que vous faites partie des invités du festival de films russes. Et on a vu 2 films, un yakoute, en langue yakoute, et un autre de Tchouktcha. Qu'est-ce que, à votre avis, va devenir cette espèce de Eastern ? Est-ce qu'il y aura un Eastern ? Et qu'est-ce qui se passera avec le reste de ce territoire qui est inoccupé ? Ce qui est vachement bien, c'est que la Russie n'a pas encore vécu la vraie décolonisation comme l'Europe occidentale. L'Angleterre, c'était après la Seconde Guerre mondiale. La France, vraiment, c'était après l'Algérie. L'Espagne, on sait, c'était un peu plus tôt, parce qu'elle a perdu déjà les positions coloniales déjà avant. Et la Russie, en fait, n'a jamais reconnu que ces territoires sont des parties d'ancien empire colonial, déjà à la base. Il n'y avait pas aucune discussion après la Grande Révolution d'octobre du fait que c'était des territoires envahis, retenus par force. Jusqu'au présent, après la chute de l'Union soviétique, certains territoires ont gagné leur indépendance. Mais on n'a jamais quand même ouvertement discuté du fait que c'était le résultat d'une politique coloniale. Que c'était soit joint, soit envahi, soit annexé. Après, on a eu une politique envers les minorités nationales très mixte. C'était aussi les réprimandes, aussi l'intégration culturelle, aussi les interdictions d'enseigner sur leur langue nationale, etc. Les élites locales ont été intégrées d'une manière un peu forcée. Leurs enfants ont été envoyés, par exemple, à Moscou pour faire des études, ont été russifiés. Donc c'est très intéressant comme expérience coloniale, mais ça n'a jamais été admis et reconnu comme politique coloniale. Et le fait que maintenant, il y a de plus en plus les cinémas quasi-nationaux au sein de la Fédération russe qui apparaissent, c'est un des premiers pas parce que pendant 30 ans, ces peuples, sauf les dangers indépendantistes de séparation nationale, n'ont pas été surveillés de très proche par les services de renseignement et les services secrets, normalement, qui sont en charge de garder tout sous contrôle, quoi. Là, c'était plus ou moins libre et on a vu que juste au moment quand la FSB, l'ancien KGB, a été très, surtout impliqué en leurs négoces commerciaux, comme chaque structure politique en Russie qui faisait du commerce, en fait. Les gens ont été prêtés à eux-mêmes, donc ils faisaient n'importe quoi, y compris le cinéma national. Et c'est comme ça qu'on voit maintenant des certains films qui proviennent du Caucase, certains films qui proviennent de Yakoutie ou de Tchouktcha, malgré le fait que le film Tchouktcha a été filmé pas en russe. Le film sur les Yakoutes était bien aussi filmé pas en russe. Et donc c'est une question d'appropriation culturelle. Est-ce que les Russes qui font partie, en théorie, du peuple de la nation colonisatrice, du peuple colonisateur, ont le droit de parler de la part de ces minorités ou ces peuples indigènes de la culture desquelles ils parlent. Et alors, d'après vous ? C'est une question. C'est une question à répondre. Je sais qu'en Yakoutie, par exemple, il y avait une critique assez féroce par rapport à ce film Yakout, qui disait, de la part des vrais Yakoutes, qui disait que c'est en russe. Et pourquoi est-ce qu'il parle de notre tradition ? Et chamanisme, c'est plus qu'une tradition culturelle. C'est vraiment c'est enraciné très très profondément
dans le quotidien du peuple. Le chamanisme? Le chamanisme, c'est partout en Yakoutie. Hein. C'est même pas une religion, c'est plus que ça. C'est tout. Ben, les Yakoutes, aujourd'hui, moi j'ai été, la dernière fois, j'étais il y a 2-3 mois, et encore j'ai réaffirmé l'impression que j'avais, qu'au lieu, peut-être pas au lieu, mais ensemble, en parallèle d'aller chez un psychologue, gynécologue, oncologue, n'importe qui, notaire, ils vont chez des chamans, juste pour assurer que c'est une bonne solution. Donc voilà, tu as un problème de fertilité, un problème de potence sexuelle, problème des visions ou des voix que tu écoutes, tu attends, voilà, tu vas chez un chaman. Et le chaman, en fait, tu te résous souvent des problèmes d'une manière plus efficace qu'un médecin diplômé. C'est comme ça. Donc, est-ce que... Et c'est une partie vraiment importante de la culture. Et du quotidien, et de la tradition, voilà. Est-ce que quelqu'un d'extérieur peut parler de notre tradition et de notre manière de vivre, surtout s'il la décrit d'une façon pas très précise, et s'il crée une image qui pourrait être considérée comme une image jugeante de cette culture un peu quand même colonisatrice, colonialiste. Donc c'est une grande discussion. Et en parlant de tout ça, on est quand même dans les temps très intéressants dans des mouvements, je dirais, tectoniques que le gouvernement de M. Poutine essaie de congeler d'une manière un peu trop primitive et rude et brusque. Et ça va bien sûr fonctionner au court terme et ça va bien sûr échouer à long terme. Parce que ce sont des changements trop profonds qui ont à voir avec la liberté de parole sur l'Internet, du fait qu'il y a une segmentisation de la culture par des petites sphères. On est loin d'être en temps quand tout le pays regardait la chaîne chaîne télévision numéro 1 nationale, et c'est tout. Quand tous ont été, programmés par les mêmes actualités, les mêmes films, les mêmes dessins animés, les mêmes émissions scientifiques, etc. Quand tu as les 240 millions d'habitants qui regardent tous les mêmes émissions en même langue, les mêmes intonations, etc., ça standardise beaucoup la population et les esprits. Mais maintenant, avec YouTube, l'image est vraiment différente. Et quand même, malgré les efforts de dénoncer tout ce qui se passe en Occident, etc., quand même, c'est un monde beaucoup plus ouvert. Et je ne pense pas que M. Poutine ose vraiment fermer ou faire tomber le rideau de fer, ni physiquement, en mettant les restrictions long terme sur les voyages, ni rideau de fer d'information, en nous coupant tout ce qui se passe à l'Occident. Vous avez une vision assez extraordinaire sur la police et la religion, en traitant l'institution de la police et l'institution de la religion des sociétés commerciales. C'est chez nous, c'est comme ça. Hein. Je pense que c'est partout ailleurs. C'est un peu partout ailleurs comme ça. Mais racontez votre théorie, elle est géniale, je trouve. Vous allez au Louvre, vous allez voir qu'une belle moitié des peintures exhibées là-bas sont les peintures du thème religieux. Bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est l'Église qui est payée. Donc, mais où est-ce que l'Église prenait l'argent? Oui. Apparemment, l'Église depuis toujours, et pas seulement chez nous, fonctionnait surtout comme un commerce, comme une entité commerciale qui vendait en gros psychothérapie pour les contributions financières. Ils embauchaient les artistes les plus doués de leur temps pour rendre la psychothérapie encore plus impressionnante. Voilà. Donc aussi, c'est clair que c'est une institution politique, parce qu'en vendant la psychothérapie à la population, ils achètent leur
loyauté politique. Donc, il donne les règles de comportement à suivre, demandant soit à être loyal en certains souverains, soit à voter quelqu'un. Et c'est sûr, c'est peut-être un peu moins en France, mais définitivement en Italie, en Espagne, c'est comme ça. Donc, c'est pas juste nous, ou en Amérique latine, ou aux pays arabes. Donc, c'est même peu à voir avec la religion, la foi. Ça peut être l'islam ou la chrétienté. Donc, chez nous, en revanche, pendant les temps de tsar, l'Église était sous contrôle au début du tsar. Oui. C'est contrôlé par le synode. Et après, c'était détruit par les bolcheviks. Et après, quand les Allemands ont essayé, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont essayé d'utiliser les chrétiens, de les recruter pour les opposer aux bolcheviks, M. Staline a décidé de réutiliser, de faire la paix, genre, avec l'Église chrétienne orthodoxe, pour la recruter à son support. Donc, depuis ce temps-là, je crois que c'était 1943, l'Église orthodoxe russe est devenue un département de la KGB. Et c'est pour ça que l'Église russe orthodoxe en exil est un peu sceptique par rapport à l'Église russe orthodoxe de Moscou, parce que c'est clair que c'était relancé par M. Staline avec des buts politiques très très clairs. Un peu de psychothérapie et beaucoup de surveillance, juste pour être sûr que si tu crois au Jésus-Christ, quand même tu fais des confessions à quelqu'un qui a des épaulettes de la KGB. Ouais. Ben, en France, c'est flagrant. À Paris, l'église orthodoxe russe, enfin celle de Moscou, elle se trouve sur le territoire diplomatique. Et le centre spirituel, c'est un territoire de l'ambassade, en fait. Ouais. C'est normal. C'est normal. C'est normal parce que chez nous, l'Église... Bon, en fait, pour comprendre la Russie, il faut comprendre que c'est une corporation. Des fois, ça a des traits, peut-être dans le crime organisé, mais surtout, c'est plutôt une corporation. Corporation avec certains départements. Les départements sont connectés et gérés surtout par liaison des services de renseignement, parce que c'est le vrai pouvoir. Donc, il y a un département qui est l'Église orthodoxe, avec une certaine indépendance, bien sûr, avec des intérêts, parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à vendre. C'est le calme, c'est la loyauté irrationnelle de la population, des croyants. Donc, c'est quand même quelque chose de valable. Donc, ils vont pas le donner juste gratos. Il faut le vendre aux autres départements. Et pourtant, c'est un département. La presse, la propagande, toute la presse contrôlée par l'État ou par les oligarques appartenant à l'État, c'est aussi un département aussi, complètement dépendant, très loyal, très fidèle. Très fidèle à la corporation, la police, les juges, tout ça. Donc, ça doit être vu pas comme les entités indépendantes, mais comme des départements, voilà, d'une seule structure. Et au début, ça faisait du commerce, bien sûr, parce que la police était un peu... La police ne recevait pas assez de financement pour maintenir le contrôle sur la vie de la société, ni sur la sécurité. Donc, la police a dû survivre comme elle pouvait. Et c'était faire du business. Et quel type de business? On faisait aucune activité sans être payé. Donc, c'est devenu des services payants. Et pas seulement de chasser, persécuter et trouver les délinquants, les criminels, mais aussi rendre des services aux criminels, quoi. Tu veux qu'un certain cas criminel soit ouvert, tu dois payer. Tu veux qu'un certain cas criminel doit être fermé, tu leur payes. Si c'est trop tard et c'est déjà chez les juges, tu dois payer aux juges. Mais c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont leur propre corporation, leur propre routine, etc. Prosécution d'État, il faut les payer.
Après, elles font des commerces entre eux, ils décident comment. Les deux vont essayer de gagner ton argent. Donc, des fois, elles vont prétendre qu'il y a une concurrence, tu vas payer les deux. C'est le commerce, quoi. Je comprends. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que l'État ne pouvait pas se permettre de les financer d'une façon justifiée. Donc, voilà. Et donc, le clergé vendait leurs services de psychothérapie à n'importe qui, surtout aux criminels et aux politiciens, parce que les criminels et les politiciens, on avait plus de problèmes des inquiétudes, de conscience, des inquiétudes, que juste des simples vieilles dames qui ont juste la peur de la mort, voilà, et juste cette anxiété existentielle, tandis que les gens en pleine forme, comme les criminels et les politiciens, ce que chez nous c'est souvent la même chose, ils ont les moyens et les inquiétudes beaucoup plus fortes, parce que quand même tout le monde est éduqué, élevé par leur mère qui disent que tuer c'est pas bon. Voilà, tu deviens une personne adulte et des fois tu tues. C'est comme ça, malheureusement. Mais la voix de ta mère est là. Et même si tu n'as pas de bonnes relations, tu l'attends toujours. Alors tu vas dans une église en disant que je vais vous construire un nouveau bâtiment où vous allez faire mettre de l'or sur le dôme. Est-ce que je vais être pardonné? Bien sûr, mon fils, tu vas être pardonné là. Et même, on te réserve une jolie place sur notre cimetière. Si il t'arrive un truc, on te met ici, auprès du Dieu. Allez, ça va? Valise de cash. Ouais. C'est comme ça que ça marche. C'est normal. C'est très humain. Je comprends. Voilà. Je vais essayer de formuler la question, même si c'est un peu compliqué. Dans la Russie des années 90, il y avait une espèce de sensation de liberté. C'était surtout l'époque où s'enrichir est devenu possible. Et quelque part, c'était bien. Et les gars qui sont devenus plus tard l'oligarchie russe, c'était au départ des gars sur lesquels on comptait pour construire une société démocratique. Avec le temps, le problème, c'est qu'ils sont quand même devenus les oligarques. Et les gens qui prétendent être des libéraux, ou ceux qui sont du côté de l'Europe, sont dépendants de cette oligarchie. Alors, je voudrais votre explication des libéraux russes et du fait comment faire la distinction entre la bonne oligarchie et la mauvaise oligarchie. Je ne sais pas si je suis claire, mais il y a quelque chose qui est gênant là-dedans. Déjà à la base, maintenant il n'en reste plus que de l'oligarchie indépendante. Maintenant, toute la nouvelle oligarchie, ce sont des oligarches qui ont à voir avec M. Poutine, qui ont été nommés les oligarches parce qu'ils sont ses amis d'enfance, de la jeunesse. En fait, ce sont ses avatars. Il le représente, il tient ses positions pour lui. Ils ne sont pas indépendants. Mais vous trouvez quelqu'un que vous connaissiez à l'âge de 3 ans, qui maintenant tient une boîte de je sais pas quoi, des parfums, ou qui a un club sportif de judo. Vous l'appelez chez vous, maintenant vous êtes le président, vous dites écoutez, monsieur blana, je vais vous donner 50% d'une compagnie, d'une société de gaz, n'importe, qui s'appelle A. Vous allez avoir ça. Et un autre mec que vous connaissiez depuis votre service à la FSB, à la KGB à l'époque, vous donnez les autres 50%. Qui est-ce qui est le propriétaire? Bon, ils vont se présenter comme quelqu'un de très important. Les premiers temps où vous essayez encore de cacher ça, ils vont vous dire que eux, ils sont les propriétaires. Mais on doit comprendre la logique, on doit comprendre qui c'est, comment ils ont reçu les 50% d'une société qui vaut, je sais pas, une dizaine de milliards d'euros. C'est pas eux-mêmes, quoi. Voilà.
Et c'est comme ça que vous, plus ou moins, faites la privatisation de tout le pays. Des fois, il y a certains oligarques qui ont gagné leur fortune pendant les temps de l'ancien président. S'ils se comportent, allez, on négocie. S'ils ne se comportent pas, c'est pas vraiment, ça appartient au pays. C'est pas les richesses, ce sont des richesses de la Russie. C'est pas. Comment vous avez eu le contrôle je sais pas, des actions de telle et telle entreprise? Par meurtre, par vol. Allez, rendez ça à l'État. Et moi, je le file à un ancien pote de la crèche. Parce qu'il va contrôler ça pour l'État, mais il va être le propriétaire formel, quand même. Donc c'est comme ça que ça plus ou moins fonctionne. Donc presque la plupart des nouveaux oligarques sont les oligarques connectés, liés à M. Poutine personnellement. Donc à qui est-ce que... Mais c'est même pas la famille, c'est la famille dans le sens sicilien. Voilà, c'est ce type de famille, c'est pas famille, heureusement. Heureusement qu'il n'a pas une famille tellement grande, apparemment juste plus ou moins 3 femmes et je sais pas, 5 enfants, mais la plupart sont petits donc. Et c'est très secret bien sûr, donc on sait pas. Voilà, long story short. Donc les libéraux, pour les libéraux, au début, je pense, la plupart de l'élite russe étaient très excités par le fait que maintenant ils peuvent, juste comme un moyen citoyen russe, sortir du pays et faire n'importe quoi à la Côte d'Azur. C'était sympa. On pouvait se racheter des palais, on pouvait se racheter des palais à Londres, des appartements à New York, à Manhattan, tout a été bien. Et après, c'est clair que comme c'était l'esprit de l'époque aussi, le globalisme, et les gens voulaient envoyer leurs enfants faire des études à Oxford, Stanford, n'importe où, en pensant qu'ils vont maintenant faire partie de l'élite globale. Mais je crois que mon explication, c'est que peu à peu, l'Occident, même si n'a jamais été rendu vraiment public, a compris que déjà les Russes veulent pas se rééduquer. Que l'argent russe, c'est pas juste l'argent, mais les Russes veulent en faire moyen d'influence. Et malgré le fait qu'il n'y avait pas d'idéologie derrière cet argent, il y avait une vision que maintenant ils peuvent influencer la politique. Comme, moi je dirais, la comparaison correcte, ça serait entre la Russie d'aujourd'hui et l'Italie de Giulio Andreotti. Sauf qu'en Italie, il y avait une compétition politique, sauf qu'en Italie, M. Andreotti était quelqu'un qui patronisé ou qui était patronisé par le crime organisé, mais pas par les services de renseignement. Donc moins de puissance et pas d'armes nucléaires. Donc chez nous, c'est le sommet de toute puissance parce que c'est aussi contrôle total sur la police, les services secrets. Et aussi les armes nucléaires, donc c'est une protection totale de l'extérieur. Donc dans le pays, tu peux faire tout ce que tu veux, plus ou moins. Et c'est juste tes visions de morale qui te bornent. Donc tu penses que c'est moral, donc si tu fais ça. Les réprimandes en masse, c'est un peu exagéré, donc tu ne les fais pas. Empoisonner les rivaux politiques, si c'est justifié. S'ils posent le danger, allez, on se débrouille. Et voilà, donc plus ou moins ça. Pourquoi est-ce que cette vision libérale et pro-occidentale a changé? Je crois qu'ils se sont sentis rejetés par l'Occident. Peu à peu, ce qu'ils ont senti, c'est qu'ils ne vont pas être reconnus comme des partenaires égaux à l'Occident. L'Occident ne veut pas partager les actifs financiers, industriels avec les Russes parce qu'il est trop soucieux, parce qu'il craint l'influence de cet argent, c'est un argent toxique. Et les Russes, ont leur propre agenda, qui n'est pas un agenda politique maintenant. Au début, il n'était pas, mais c'était un agenda peut-être un peu mafieux.
Donc il se méfiait. Ils se sont, ouais, Il se méfiait, ils se sont voilà. sentis trahis. Voilà. Et puis, peu à peu, c'était l'émotion derrière, aussi partagée peut-être par M. Poutine, qui sentait que l'Occident ne fait aucune confiance en global. Ni à lui, ni à la Russie. Et alors c'est devenu un peu... Et alors on fait tout ce qu'on veut. Et alors on redevient l'Union soviétique. Vous ne voulez pas nous aimer, vous allez nous respecter. Plus ou moins, c'est l'émotion. Ouais, Et comment vous faire nous respecter? Par peur. En russe, on dit «Боятся, значит, уважают». Donc si vous avez peur, vous nous respectez. C'était ça l'émotion, je pense, d'être respecté. Respecté par projetant un genre de méfiance, de peur. En même temps, c'est un peu paradoxal que la même Europe qui n'a pas reconnu les Russes ne fait pas fi pour les Chinois. Leur argent n'est pas si propre que ça et leur régime politique n'est pas si démocratique que ça non plus. Non, en fait, juste le truc avec les Chinois, c'est que les Chinois sont beaucoup plus sages. Et ils ont une stratégie. Ouais. Les Russes n'ont aucune stratégie, c'est que l'émotion. Ouais. C'est ça. Voilà, les Russes, c'est l'émotion, c'est le ressentiment envers un empire perdu, et c'est les complexes impériaux et le désir d'être reconnu à tout prix. Donc les Russes, je ne pense pas que les Russes veulent vraiment contrôler le monde. Ils veulent juste être reconnus comme les égaux, parce qu'ils sont des complexes. La Russie ne veut pas envahir le monde, conquérir le monde, non. La Russie veut être entourée par une barrière de pays satellites que la Russie contrôle, plus ou moins, pour qu'il n'y ait pas des missiles nucléaires et pour qu'il n'y ait pas une menace d'une révolution populaire soutenue par l'Occident. Ce sont les deux grandes méfiances et les deux grands soucis du régime de Vladimir Poutine. De ne pas avoir une répétition d'une révolution orange dans laquelle il pourrait perdre le pouvoir, voire la vie, définitivement la fortune, premièrement, et de ne pas risquer une guerre nucléaire dans laquelle on ne pourrait même pas avoir le temps de réagir. Voilà. Tandis que les Chinois, ils ont une stratégie long terme, ils sont en train de construire un État policier parfait, genre 1984. De George Orwell, avec un contrôle digital. Une science-fiction qui se réalise en Chine surtout. Hein. Mais nous, on est juste derrière. À Moscou, maintenant, environ 170 000 caméras d'observation, intégrées tous avec un algorithme d'intelligence artificielle. On peut trouver n'importe quel citoyen et ses déplacements dans la ville juste par tapant une touche. Mais ça va venir en Europe aussi, ça vous effraie pas ça? Je crois qu'en Europe, ça dépendra, hein, parce qu'il y aura sûrement une résistance de la société civique. Chez nous, on ne demande pas même ce que la société pense. Et là, tous les représentants de la société officiaux sont nommés par l'État. Ils disent ce qu'ils doivent dire. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais ça existe déjà. Par exemple, il y avait 2 manifestations pour la libération d'Alexeï Navalny depuis janvier. Dans la première, la police agissait avec assez de violence. Et ça a été donc condamné par le monde entier. Il y avait des images des gens de police qui battaient avec leurs bâtons, je sais pas, des vieilles dames, les étudiantes. Donc la manifestation suivante, qui était, je crois, en février, ils ont changé complètement le tactique. Ils ont permis à tout le monde de passer dans les rues de Moscou. Et après, ils ont trouvé 50% par les... Non. Oui, par les caméras. Ils ont identifié et envoyé des lettres avec des amendes et des cas administratifs. D'accord. Comme ça. Donc pour justement, sans une violence tournable, fixable aux caméras, donner
aux gens qui veulent sortir et participer aux manifestations un sentiment que ça serait une punition Par l'argent, en fait. voilà. Donc, Mais au fond, vous êtes d'accord qu'en Europe aussi, quand on s'écarte, quand on fait une déviation, on peut vous coller un contrôle fiscal et vous n'êtes ni un euro de la dissidence, ni un révolutionnaire, vous n'avez juste plus d'argent. C'est-à-dire que il y a un artiste russe, Pavlensky, que vous connaissez, qui a toujours accusé tout pouvoir, comme vous d'ailleurs, parce que vous dites que toute relation avec le pouvoir, c'est une relation avec le Satan. Et il a toujours dit que en Europe, le moyen d'oppression est beaucoup plus efficace parce qu'il est matériel. Aller en prison, c'est un acte héroïque, ou se faire tabasser dans une foule, c'est un acte héroïque. Avoir un contrôle fiscal, c'est juste que des emmerdes. Et du coup, c'est un muselage plus efficace. je crois que, bon, mais c'est quand même plus humain, plus humaniste. Hein. D'accord. Donc c'est déjà en certains avancements. Chez nous, on utilise les deux. On tabasse et après on envoie les amendes. Ouais. En t'accusant d'avoir tabassé les agents de police. Ce que tu n'as pas fait parce que c'était eux qui t'ont tabassé. Ouais. Donc c'est beaucoup plus marrant chez nous. Et en général, je pense qu'en parlant de surveillance, du contrôle total de la société sur la société, on est toujours en train de s'habituer à ça, de comprendre à quel extent, à quel niveau ça nous borne, ça limite nos libertés civiques, et de parvenir à une réponse. Donc ça, on devra quand même procéder un peu pour voir comment ça fonctionnera. Mais je pense que ça va changer encore. Ouais. J'ai une question géopolitique concrète. La démocratie est née en Grèce. Dans quel pays elle va mourir ? Non, je pense pas que... Non. Moi, j'y suivais avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait avec le fin de mandat de Donald Trump. Parce que c'était clairement un essai de bouleverser les standards de la démocratie bon, la plus influentielle au monde, la plus riche et la plus puissante, malgré tout le défaut de la démocratie américaine. Et donc, je ne pense pas que la démocratie, sans un très grand stress, parce que c'est clair que dans les temps de stress, famine et guerre, les démocraties ont un défi très puissant. Les gens, biologiquement, psychologiquement, veulent avoir un seul leader qui prendrait la responsabilité pour tous. Ils ne veulent pas des choix compliqués. Les gens déjà, à la base, sont assez paresseux. Ils ne veulent pas... ni étudier la situation en profondeur, ils veulent être servis des vérités simples et fiables, faciles à croire, crédibles. Et s'ils n'ont pas des vérités crédibles, croyables, ils préfèrent avoir des mensonges bien formulés et qui fonctionnent au niveau de l'émotion. Donc, et pourtant, je pense que les démocraties ont beaucoup d'avantages. Le défi le plus grand, bien sûr, maintenant, ça serait la Russie et la Chine. Mais comme on sait déjà, les démocraties, comme tout d'ailleurs, comme n'importe quelle structure sociologique, sociale et politique, quand elles sont défiées par un ennemi extérieur, c'est un très bon stimulus pour le développement. Et je crois que maintenant, en ayant quand même je dirais pas des adversaires ou des ennemis, mais des concurrents tellement puissants, surtout qui, comme la Chine, qui offre une vision différente d'un futur, une société genre de bien-être commun, égalitaire et pourtant avec beaucoup de contrôle
sur la vie personnelle de chacun, on va avoir, mais je pense que les États-Unis, parce que c'est une structure aussi, c'est moins facile de mobiliser une société ou une économie comme les États-Unis. Et pourtant, c'est le manque de contrôle et le sentiment que ta vie est dans tes propres mains qui stimule chaque membre de la société à faire des choses. Faire son mieux pour gagner sa vie, pour se perfectionner, pour essayer d'atteindre des choses. En Chine, c'était exactement ça qui a permis au peuple chinois de faire ce lancement incroyable dès le temps de Deng Xiaoping, les début des années 80 jusqu'au présent. C'est que Deng Xiaoping a cessé de supprimer le peuple et a donné l'espoir à chacun d'améliorer sa propre vie et a permis de faire ça. C'est un peu le contraire de ce que fait Xi Jinping couramment. Parce que c'est le contrôle, c'est le moyen, c'est l'avérage, c'est les impôts. Donc c'est le bien-être socialiste. Mais bon, c'est peut-être bien du point de vue de justice sociale, mais ça empêche le développement. Depuis toujours, c'est comme ça. Si c'est une société égalitaire, ça arrête le développement. Parce que ça déstimule les gens d'essayer d'attendre les choses. Un peu le problème du peuple français, là. Plus que c'est égalitaire, moins de développement. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est moi qui l'ai dit. En tant qu'observateur extérieur, plus de solidarité, moins de développement. Moins de solidarité, plus de développement. Est-ce que c'est pas une ironie du sort que Snowden est en Russie maintenant? Et non, le pauvre. Le pauvre, bon, il n'avait pas d'autre choix. Hein. C'est mieux de s'héberger en Russie que dans l'ambassade de l'Équateur. Hein. Ma question, comment ça se fait que la société ça n'a rien à voir avec la liberté. Ne l'a pas... ça n'a rien à voir avec la liberté. Comment ça? Ça n'a rien à voir avec la liberté parce que les Russes cherchent toujours... Bon, la Russie est accusée... Elle n'est pas contre les Russes, elle est contre les Européens. Mais comment ça se fait qu'on l'a lâché? Comment ça se fait qu'on a lâché ce mec? Parce que c'est un monde compliqué. Bon, lui, il peut être comment dire, un chevalier dans son armure blanche, etc., de la liberté, etc., de la transparence. Mais après, il devient victime des jeux politiques plus importants que ça. Et entre les pays, la géopolitique est beaucoup plus importante. Donc, dans le pays où tu as besoin de justifier tes actions auprès des citoyens qui votent, maintenant, selon les règles qui existent maintenant, tu essaies de prétendre que tu es moral. Donc, tu parles de solidarité, tu parles de justice, tu parles de droit. Mais quand tu parles des affaires extérieures, des affaires étrangères, du coup, tu continues à te comporter plutôt comme c'était une compétition entre les empires coloniaux du XVIIIe, XIXe siècle. Ce sont les vrais intérêts, les intérêts réels, soi-disant, selon Clausewitz, qui dictent ton comportement comme un pays. Et là, c'est la géopolitique. Et là, on sait que la France, quand même, a racheté des diamants de n'importe qui un peu. Ou, je me rappelle très bien quand j'étais journaliste, j'étais en voyage de travail en Turkménistan. Turkménistan, c'était un pays, en gros, qui avait 2 millions d'habitants, dont 200 000 ont été en prison. Et il y avait une rotation, parce que tout le monde, quelqu'un était envoyé en prison, donc il devait relâcher par l'amnistie des autres, parce qu'il n'y avait pas autant d'espace dans les prisons. Et pourtant, pour que ça fonctionne, on devait renvoyer les gens tout le temps en prison pour les maintenir en peur. Et c'était un dictateur, Saparmurat Niyazov, qui se prétendait être le père du peuple turkmène, qui a écrit le nouveau livre sacré de son pays, Ruhnama, qui a nommé les jours de la semaine selon ses membres de famille, qui a interdit le sida et la tuberculose, comme ils ont fait les crimes pénaux, et les gens ont été envoyés en prison pour avoir la tuberculose parce que c'était plus facile à contrôler. Voilà. Et Ashkabad, qui est la capitale de Turkménistan,
pendant les temps soviétiques, parce que c'est l'ancienne République soviétique, c'était tout petit. Parce qu'il y avait des tremblements de terre qui ont détruit l'Ashkabad dans les années 140, je pense 140. Ouais. Et donc les Russes n'ont pas osé construire des grands bâtiments. Mais heureusement que Turkménistan possède aussi les réserves du gaz naturel, quatrième le plus grand au monde. Et comme ça qu'il y avait la compagnie française, Bouygues, qui est arrivée et qui a construit en tout neuf Ashkabad, incroyable, en marbre blanc et en or. Avec des énormes palais, avec le mosquée le plus grand en Asie centrale. Ce sont les Français qui ont construit en mosquée. Avec un énorme dôme doré, etc. Bouygues, oui, et des quartiers, des gratte-ciel en marbre blanc et or. Enfin, dans le pays, tu peux être très moral parce que tu as tes citoyens qui votent. Mais tout ce qui est commerce international, c'est le fric qui décide. À propos du vote, en tant que Russe global, moi aussi, quand on vit entre 5-6 pays, voter encore, ça a encore un sens? Et d'ailleurs, par qui on est gouverné aujourd'hui? Et pour qui il faut qu'on vote? C'est super compliqué, je pense. Il n'y a pas de question plus compliquée que ça. Est-ce que ça vaut la peine de voter? Je crois que chaque élection, il faut voir si tu peux faire une mise sur quelqu'un et voter. Mais en général, je pense que c'est notre responsabilité. Moi, je crois en deux choses. La première chose, c'est lumière. Donc, on doit absolument éduquer la population, surtout la vacciner contre les manipulations populistes. Donc, éduquer la population dès l'école en matière de sociologie, psychologie, politologie. Pour carrément les éduquer les garçons, les filles et garçons comme les citoyens responsables. Pour qu'ils comprennent comment la politique marche et comment l'économie marche. Pour qu'ils ne prennent pas après les décisions idiotes influencés par les autres idiots dangereux ou soit juste par les gens méchants. Donc ça, c'est très important. Et après, oui, bien sûr, une démocratie, c'est une démocratie participatrice avec tous les gens prenant la responsabilité pour le futur de leur pays. Mais ça doit être les gens éduqués. Mais pour qu'ils soient éduqués, ils doivent être expliqués comment ça fonctionne d'une manière honnête et transparente dès l'école. Pour que sinon, ça risque toujours de redevenir un complot des élites. Voilà, donc ça normalement, ça fonctionne. Comme exemple, les pays scandinaves, ou l'Allemagne, ou plus loin la France. Ça fonctionne. Mais on doit avoir une classe moyenne, une classe éduquée, qui est presque équivalente à la totalité de la population. Donc tous les gens ont le droit absolument de participer au vote. Par contre, tous les gens ont le droit et même une obligation à être développés et éduqués en matière qui concerne le futur de leur pays. Pour qu'ils ne prennent pas des décisions émotionnelles genre je n'aime pas un groupe ethnique comme ça, ou je n'aime pas, ou j'ai peur, je crains de ça, et voilà. J'ai peur de ça, ouais. Pas motivé par peur, pas motivé par l'angoisse, pas motivé par la haine, quoi. Même si tu prohibis la haine, c'est normal parce que c'est un sentiment animal qui est très profond. On est des animaux. On essaie de cesser d'être des animaux les 10 000 ans derniers sur 1 million de notre existence comme une espèce biologique et sur des milliards d'années d'évolution biologique. C'est contre la nature de ne pas être animal. Donc il faut faire des efforts. Donc, moi, en tant que père de 2 enfants, je sais qu'on apprend pendant 1 an et demi de marcher et pendant 3 ans de ne pas se pisser dans les pantalons. Donc c'est un moment, 3 ans pour ne pas faire caca au pantalon. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc on apprend à être un être humain. On apprend d'être quelqu'un de civilisé. C'est pas gagné. C'est pas automatique.
Donc, être responsable politiquement, on doit apprendre plus que 3 ans. Hein. On doit apprendre pendant les premiers 20 ans de la vie, les premiers 25 ans de la vie. C'est important parce que de ça, c'est de ça que notre futur dépend. Et c'est comme ça qu'on peut, en fait, c'est comme ça qu'on pourrait éviter cette grande différence entre les élites qui sont informées et dotées d'argent et les masses, soi-disant les masses, qui sont désinformées et pauvres. Et c'est ça la clé. La lumière, c'est la seule clé, je pense. Bravo.